poursuivre, lorsque le président de la République a confirmé le lancement du porte-avions nouvelle génération, vous en avez tous et toutes entendu parler. Il n'a pas seulement annoncé la construction, bien sûr, d'un nouveau bâtiment militaire, c'est aussi et profondément le choix d'un projet qui engage notre pays et l'ensemble de nos acteurs industriels pour plusieurs décennies et qui mobilise l'ensemble donc de notre base technologique et industrielle de défense. Derrière ce symbole et au-delà de ce symbole de puissance navale se jouent des enjeux bien sûr beaucoup plus larges, souveraineté, innovation, compétences, capacité de production et résilience de l'ensemble d'une chaîne de valeur que vous représentez notamment aujourd'hui. Eh bien, c'est précisément ce que nous allons explorer avec nos invités dans cette nouvelle brique de cette 3e édition de Rail, Souveraineté industrielle et chaîne de valeur, le cas du porte-avions nouvelle génération, avec nos 4 grands témoins qui vont venir me rejoindre. Benoît Laroche de Roussanne, Bertrand Chauffenogeur, Virginie Bavenu et Patrick Schepp. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir accepté notre invitation. Effectivement, je dirigeais Benoît Laroche de Roussanne, directeur de l'industrie de défense à la Direction générale de l'armement, bien sûr, vers le keynote, parce que cette souveraineté industrielle est aujourd'hui indissociable de la souveraineté stratégique dans un contexte marqué par le retour de la guerre de haute intensité et l'accélération des efforts de réarmement. Notre pays doit pouvoir s'appuyer sur une industrie de défense forte. C'est notamment ce que nous allons évoquer avec vous dans ce keynote de 10 minutes et on aura le plaisir de vous avoir avec nous dans cette table ronde avec nos grands témoins pour poursuivre nos échanges. Je vous laisse le floor et la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre accueil et puis de prendre le temps de partager, de discuter autour de nos enjeux de souveraineté industrielle pour les besoins spécifiques de la défense, sujets qui ont déjà été un peu abordés, mais que je vais essayer d'illustrer un peu plus pendant ces 10 minutes, puis ensuite échanger surtout autour de la table ronde. En partant effectivement de cet objet qui est le porte-avions du futur, la France libre. Peu de pays, c'est important de se le redire régulièrement, peu de pays, très peu de pays, sont aujourd'hui capables de réaliser un tel projet. Quand même, on parle de construire 2 centrales nucléaires qui vont faire plusieurs dizaines de fois sans doute le tour du globe en 50 ans, dans des conditions de mer qui peuvent être très variables, donc elles ne vont pas juste être au sol sur des bases en béton solide, mais bouger. Autour de ces centrales nucléaires, il faut créer une ville qui peut accueillir plusieurs milliers de personnes, là aussi en autonomie pendant plusieurs mois. Cette ville, elle est placée sous un aéroport. Et cet aéroport, il doit pouvoir mettre en œuvre des systèmes d'armes, et notamment les systèmes les plus complexes comme sont la composante nucléaire aéroportée. Voilà, donc vous voyez déjà toute l'étendue du champ de technologie, de compétences industrielles qu'il faut maîtriser pour réaliser un tel projet. Et je disais, peu de pays sont capables de le faire aujourd'hui, essentiellement 2, les États-Unis et nous. Un 3e, la Chine, est en train de se lancer. Mais vous voyez, c'est pas, comme on le dit généralement à la DGA, c'est pas un sport de masse. Et c'est pas un hasard si la France est le seul pays avec les États-Unis à être capable de le faire. Pourquoi ? C'est possible en France grâce, je vois, à 2 principaux éléments. Le premier, c'est d'abord notre modèle. Ce modèle qui unit les forces, la DGA et l'industrie. Ce modèle est issu des travaux menés par le général de Gaulle et le ministre Pierre Messmer, et qui ont été prolongés et qui ont été continués avec une remarquable stabilité dans le temps depuis les années 60. Ce modèle, donc, il permet de partir des forces, d'une expression de besoin qui est aussi stable dans le temps et qui part d'une vision stratégique qui est celle de la volonté pour la France de disposer d'une autonomie de décision, là aussi, autonomie de décision qui est constante dans le temps, des forces qui ont besoin de reposer sur un outil industriel solide et souverain, je reviendrai sur ce que ça veut dire, dans le temps là aussi, et pour faire dialoguer ces 2 univers, la DGA et le CEA aussi, certains éléments qui le concernent, qui sont présents en tant que maître d'ouvrage et en tant que dialogue et que garant stratégique de la bonne direction prise par ces 2 autres entités. Ce modèle, il nous est propre, et je crois qu'il est vraiment très spécifique d'abord à la défense, mais aussi à la France. Je pars beaucoup, j'essaie de parcourir l'Europe à la recherche d'équivalents de notre modèle, mais il n'y en a pas, il y en a peu. Les Anglais commencent à s'y mettre un peu. Mais voilà, c'est important aussi de bien voir cela. Donc un modèle unique et un modèle qui est surtout stable dans le temps et qui traduit une volonté politique qui, là aussi, est un engagement dans la durée. La deuxième raison qui permet qu'on est capable de le faire, c'est vous tous, c'est la BITD, c'est le tissu industriel sur lequel on se repose. C'est un tissu industriel qui est accompagné dans la durée
par la DGA notamment, mais qui est accompagné dans la durée par les pouvoirs publics plus globalement, là aussi parce que nous avons besoin de maintenir cette souveraineté. Cette BITD, cette base industrielle et technologique de défense, en quelques mots, c'est que ce sont environ 4500 entreprises, un peu plus même, on est en train de faire un nouveau recensement, 4500 entreprises, en moyenne plutôt des petites entreprises, 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, 50 salariés, mais toutes détentrices d'une capacité, d'un savoir-faire, d'une technologie très pointue et qui est indispensable à chacun de nos systèmes d'armes. Et une BITD qui est aussi très duale, c'est-à-dire qu'en moyenne, 20% de son chiffre d'affaires seulement est réalisé pour la défense, et même les 2 tiers d'entre elles ont moins de 10% de leur chiffre d'affaires pour nous. Et là, on voit l'élément qui a été un peu évoqué précédemment, l'élément de locomotive ou de traction que peut avoir l'industrie de défense pour l'ensemble de cet écosystème, en tirant et en poussant dans les retranchements, si je puis dire, notre BITD, pour qu'elle aille plus loin dans sa capacité à faire, et ensuite ceci peut être mis au service et au bénéfice de ces marchés civils. Cette BITD, donc ce modèle qui allie nos forces, la DGA et cette BITD accompagnée, est un modèle qui fonctionne bien et qui est un critère de réussite indispensable pour un grand projet comme celui de la France libre. Projet qui est quand même vraiment là aussi un projet du temps long, parce qu'on parle d'un projet lancé il y a officiellement notifié fin d'année dernière, mise en service en 2038 et plus de 50 ans d'exploitation, démantèlement en 2090, et il y a déjà des gens qui travaillent sur cette partie du démantèlement. Je pense qu'il y a peu d'endroits dans l'État où on travaille déjà sur les années 2090. Voilà, ce temps long et cette inscription stratégique, c'est très important. Ce modèle, il est donc, comme je le disais, très pertinent pour un grand projet comme celui de la France libre. Mais c'est aussi un modèle qui est challengé en ce moment et qui fait face à un certain nombre de défis et d'enjeux que je vais lister rapidement, qui ont déjà été un peu évoqués. Le premier enjeu ou le premier challenge, c'est celui qui résulte tout simplement des retours d'expérience des conflits et en tout cas des bouleversements du monde que nous vivons depuis 2022, encore plus 2025, et ça s'accélère à un rythme qui est parfois assez vertigineux. Nous avons donc des retours d'expérience qui nous montrent que dans les secteurs de l'armement, les cycles technologiques se raccourcissent énormément. Des barrières qui nous paraissaient infranchissables sont franchies beaucoup plus rapidement par des compétiteurs. Et surtout, l'émergence de systèmes d'armes low cost viennent challenger en profondeur des supériorités qui paraissaient là aussi relativement incontestables. Il suffit de voir la difficulté que peut avoir aujourd'hui, que peut avoir la Russie dans sa guerre d'agression contre l'Ukraine, on s'en félicite, et ou ce que les États-Unis vivent en ce moment en Iran. Donc face à ça, on voit qu'on passe d'un moment où les grands programmes très structurants, comme je les décrivais, continuent et sont l'un des socles de souveraineté et de puissance, mais doivent en plus être complétés par des systèmes plus low cost, plus simples, plus agiles, qui nécessitent une organisation différente. Et c'est vraiment le premier défi auquel est confronté notre BITD, cette nécessité de pouvoir accélérer les cycles d'innovation, accélérer ces cycles de production, être capable aussi d'avoir des variabilités de production beaucoup plus fortes. Et nous les accompagnons là-dedans. Et c'est un élément qui contribuera à ouvrir plus largement cette BITD. Le deuxième enjeu est celui d'une européanisation, là aussi, du secteur de l'armement. La France, pendant de très nombreuses années, en Europe, était un des seuls pays à continuer dans la durée à avoir cet effort de défense. Nous a permis de maintenir une BITD souveraine et une capacité à produire des systèmes d'armes sur l'ensemble du spectre capacitaire. Là aussi, c'est quand même une caractéristique extrêmement unique en Europe. Aujourd'hui, tous les pays européens se réarment. Et donc 2 enjeux. Un, être capable de leur fournir de manière souveraine, c'est-à-dire à l'échelle européenne et ne plus dépendre des États-Unis, ces systèmes d'armes, mais aussi faire face nécessairement à une concurrence qui va s'intensifier, puisque nos pays européens, nos partenaires, veulent se réarmer et veulent bénéficier aussi d'un entraînement industriel sur ce réarmement. Donc comment arriver collectivement à ce que ce mouvement ne se traduise pas par un déclassement ou par des pertes de parts de marché de notre industrie, mais au contraire par un renforcement de celle-ci, de façon de le faire par le haut. Les grands programmes d'armement, l'actualité récente nous montre que c'est parfois compliqué, mais je crois qu'il y a vraiment une capacité aussi de le faire par des coopérations industrielles plus rationnelles, plus objectives, plus simples, et notamment en aidant notre chaîne de sous-traitance à pénétrer dans des marchés pour se placer aussi en sous-traitant des primes et des MOI, les maîtres d'œuvre industriels de nos alliés. L'Europe, je le disais, donc c'est le deuxième défi. Troisième défi, pour arriver à
mettre en œuvre tout ceci, et ça a été largement abordé ce matin, c'est le défi des compétences, le défi d'arriver à attirer dans ce secteur qui, et là pour le coup, j'ai l'impression des échanges que j'ai beaucoup avec les industriels qu'il n'y a pas de spécificité à l'industrie de défense. L'industrie de défense, c'est un ensemble de secteurs industriels qui contribuent et qui concourent à la construction de nos systèmes d'armes, et là nous sommes confrontés aux mêmes difficultés, aux mêmes défis que l'ensemble de l'industrie civile. Enfin, le besoin aussi de financement, de financer ces montées en cadence. Pendant de nombreuses années, le secteur de la défense était un secteur qui avait très mauvaise presse, qui n'était pas facilement ouvert à des financements. Des gros travaux ont été réalisés depuis plus d'1 an et demi avec nos collègues de Bercy. Je crois que la situation se normalise, mais il faut qu'on continue à être extrêmement attentif à ça. En conclusion, pour surtout laisser du temps aux échanges, important de se rappeler que pour réaliser un grand programme comme le PANG, la capacité qu'a la France de réaliser ce grand programme est un symbole des travaux qui ont été réalisés depuis de nombreuses années et d'un système, d'un modèle qui fonctionne très bien, mais un modèle qui est aujourd'hui challengé et qui doit s'adapter pour continuer à être extrêmement pertinent et à ce que toute l'avance que nous avons eue et que nos anciens ont construit, nous ne la perdions pas en quelques années. Je crois que c'est vraiment l'enjeu qui est devant nous. Benoît Laroche de Roussin, bien sûr, directeur de l'industrie défense à la Direction générale de l'armement. Merci. Merci. Je vous laisse nous rejoindre, bien sûr, et intégrer notre panel. Merci à tous les quatre, je le disais, d'avoir accepté notre invitation pour évoquer ce porte-avions nouvelle génération. Vous allez pouvoir d'ailleurs découvrir quelques images pendant nos échanges, images d'illustration que vous avez peut-être déjà eu le plaisir de découvrir de ce porte-avions nouvelle génération, donc avec nos grands témoins et cette table ronde donc, qui est consacrée avec vous, Virginie Bainvelu. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes dirigeante de Sotec Technologies Services, PME, au service évidemment des intérêts et des enjeux industriels que nous allons évoquer, impliquée aussi est très engagé dans la production de ce porte-avions nouvelle génération. Vous êtes spécialisé en matière de chaudronnerie lourde, des équipements sous pression et vous adressez d'ailleurs les secteurs du nucléaire, de la défense et de l'énergie. Patrick Chep, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, directeur général d'Europe Technologies, bien sûr, spécialisé dans l'ingénierie, la robotique et les procédés au service d'ailleurs du civil et de la défense pour des industries en tout cas stratégiques. Et enfin, Bertrand Schroeffenheuser, merci beaucoup, Monsieur Schroeffenheuser, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur du site de Nantes-Indret pour Naval Group, évidemment, extrêmement pleinement mobilisé dans la construction de ce porte-avions nouvelle génération. Qu'est-ce que ça dit, mon cher Bertrand, peut-être commencer avec vous, pour le site de Nantes-Indret, qui va jouer, je le disais, un rôle clé dans les systèmes de propulsion des bâtiments et qui joue un rôle clé dans les systèmes de propulsion des bâtiments de marine nationale. Qu'est-ce qu'il a de différent, de singulier, ce programme porte-avions nouvelle génération pour le site d'Indret particulièrement? On dit que ça va se jouer, on l'a dit avec Olivier Nozzi, que ça va se jouer dans les territoires. Qu'est-ce qui est en train de se jouer du côté d'Indret là? Alors, bonjour à toutes et à tous. Oui, le porte-avions nouvelle génération concentre un nombre de défis incroyables. Alors, je vais vous en proposer deux. Le défi de l'échelle d'abord. Donc c'est le plus grand navire militaire qui ne sera jamais construit en Europe. Le premier bateau, premier navire à propulsion nucléaire tout électrique, et puis des dimensions XXL. Donc c'est un navire de 310 mètres de long, 78 000 tonnes de déplacement, à comparer aux 45 000 tonnes du porte-avions Charles de Gaulle actuel. C'est quasi 2 millions de pièces unitaires à intégrer, 1200 km de câbles électriques, 3000 locaux. Voilà, j'arrête dans les chiffres, mais voilà, le premier défi, c'est un objet, des installations XXL. Et le deuxième défi, les techniques et technologiques. C'est pouvoir répondre aux besoins de notre client, la Direction générale de l'armement, et puis du futur exploitant, le marin, la Marine nationale. Et chez Naval Group, notre raison d'être, c'est donner à la Marine nationale les moyens de sa puissance. Et donc, c'est proposer dès la conception et la réalisation un navire qui pourra répondre aux besoins de nos clients et aux enjeux, aux menaces de demain, d'aujourd'hui et de demain. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'est une mise en service qui est prévue en 2038. Et le demain, c'est 2080-90. C'est plus de 45 ans de suivi en service de ce navire. Et donc avoir une conception pour le rendre hautement évolutif,
aux menaces de demain, des menaces qu'on ne connaît pas encore, mais par contre, voilà, sa conception lui permettra d'être incrémentée assez rapidement, voilà, pour offrir le meilleur navire avec les meilleures capacités à la femme ou l'homme qui seront commandants en toute fin de navire, personne qui n'est pas encore né. Hein. Les parents du dernier commandant du porte-avions ne sont pas encore nés. Donc voilà, ça nous permet de nous projeter et donc de proposer voilà, le navire le plus évolutif possible. Bon, émouvant de penser que les opératrices et opérateurs ne sont pas encore nés et évidemment seront à l'intérieur de ce et sur ce porte-avions nouvelle génération. Vous avez raison de le rappeler. Vous avez raison de rappeler que c'est du temps long, on l'a dit aussi. Il y a des sujets évidemment de souveraineté qui sont des sujets impérieux, qui sont des sujets d'urgence, mais évidemment cette question du rapport au temps long. Justement, avec plusieurs décennies que vous évoquez à l'instant, de développement et d'exploitation, comment est-ce qu'on se prépare à ce temps long, à anticiper les compétences, les infrastructures et les savoir-faire qui seront nécessaires tout au long de ce chantier, de ce projet? Donc c'est du temps long, évidemment. Un navire d'une telle complexité à propulsion nucléaire, il faut retenir deux chiffres qui sont identiques. 10 années d'études, de conception, 10 années de construction entre la fabrication des premiers équipements et la réalisation du navire. Et la clé, c'est l'anticipation. Donc toute l'entreprise et le site dont j'ai la responsabilité, le site de Nantes-Indret, on s'y prépare depuis longtemps, depuis plus de 5 ans maintenant, dans toutes ces dimensions, le potentiel humain et les compétences, et le potentiel de l'outil industriel. Donc d'un point de vue RH et compétences, plusieurs dispositifs, parce que c'est le cœur du programme, c'est la clé. Un programme aussi long, il faut qu'on puisse apporter la garantie comme quoi on sera toujours en capacité, en compétence sur un objet aussi complexe. Donc c'est l'anticipation des recrutements. On est sur un rythme de plus de 150 recrutements par an là, depuis 3 ans. C'est la transmission du savoir en identifiant les experts, ingénieurs ou ouvriers pour transmettre ce savoir aux nouvelles recrues. Et puis c'est aussi des besoins de créer une formation, une école interne. Donc à la fin de l'année, on ouvrira une académie de la mécanique au sein de mon site, voilà, pour apprendre des gestes, apprendre des technologies qu'on ne peut pas accéder dans le domaine de l'industrie civile, qui sont réservés au domaine de l'industrie de défense. Donc apprendre des gestes pour toutes les nouvelles recrues, pour nos partenaires, les personnes aussi en reconversion. Et puis il faut préparer l'outil industriel. Donc ça a commencé dès 2022, ça va se poursuivre jusqu'en 2030. C'est 200 millions d'euros d'investissement dans les infrastructures et l'acquisition de nouveaux moyens industriels. On est sur un rythme où on livre une infrastructure ou un atelier par an, donc jusqu'en 2030, et puis le faire de la manière la plus responsable possible. Donc c'est profiter de ces nouvelles infrastructures pour offrir les meilleures conditions en termes d'environnement de travail et de QVT pour nos salariés, et puis le faire aussi vertueusement dans notre écosystème et notre ancrage. Donc malgré cette transformation qui est d'ampleur, c'est de ne pas s'étendre, aucune extension du site, et puis ne pas artificialiser. Donc ça peut être un casse-tête au vu de la transformation. Mais c'est oui, complètement. Et c'est repenser nos ateliers pour les reconfigurer, déconstruire d'anciennes friches industrielles, voilà, pour en reconstruire de nouvelles et limiter au plus possible notre impact. Évidemment complexe, cette équation, je vous disais, à résoudre avec plusieurs inconnus, monter tous les curseurs en même temps et tenir compte évidemment des critères d'une industrie durable et éco-responsable. C'est ce que nous revendiquons sur ce territoire et notamment à travers AIL. Benoît Laroche de Roussanne, quand on entend le site d'Indret qui semble prêt à anticiper justement ce temps long, qu'est-ce qui nous dit ce programme de ce porte-avions nouvelle génération? Qu'est-ce qui nous dit? Est-ce que c'est aussi quelque part un constat, un révélateur, pardon de le dire comme ça, de nos fragilités? Qu'est-ce qui dit ce programme Nouvelle Génération? Est-ce qu'il faut être lucide et pragmatique, comme on l'a dit, sur l'état des forces en présence? Alors, je crois qu'il est quand même d'abord révélateur de nos forces. Alors, il révèle aussi des fragilités, je vais y revenir, mais ce que je disais dans ma keynote, il est quand même beaucoup révélateur de nos forces. Le fait que soit capable de lancer un tel programme, de le réaliser, est déjà en soi une prouesse. Et voilà, il faut le redire parce que voilà, faut être aussi voir le verre d'eau à moitié plein. En revanche, effectivement, tous les enjeux que vous avez rappelés, que l'on identifie dans ce programme, sont un révélateur, je ne sais pas si c'est de nos faiblesses, mais en tout cas des difficultés ou des challenges qui sont devant nous et qui sont vraiment multiformes. Mais celui d'être capable d'avoir des industriels et une chaîne de sous-traitance suffisamment robuste pour mener jusqu'au bout et dans la durée, sur toute la durée d'exploitation, un tel projet. Le deuxième, c'est celui d'avoir des femmes et des hommes qui soient capables de réaliser ce projet, donc tous les enjeux de formation que vous avez rappelés.
Et puis, il nous montre aussi que sur certaines briques, certains éléments, tout ne sera pas fait en France. L'immense majorité sera fait en France, mais pas tout. Je pense aux catapultes, par exemple. Mais ça montre aussi qu'au-delà d'être une faiblesse, c'est un choix aussi rationnel qui est fait. La France a une taille, a une économie qui a une certaine taille, et certaines choses, voilà, le calcul a été fait de se dire qu'on serait capable de le faire, mais à un coût qui n'en vaut pas la peine. Et donc, c'est aussi le travail constant de la DGA en lien avec les industriels, d'évaluer ce qu'est la souveraineté. La souveraineté, c'est pas l'autarcie, c'est pas tout faire tout seul, c'est avoir des dépendances qui soient consenties, maîtrisées et qui ne restreignent pas notre autonomie d'action. Voilà pour ces points évidemment, et de lucidité, alors fragilité, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, ou les points d'attention en tout cas, sur lesquels il faudra évidemment mettre peut-être le poids du corps. Virginie Bienvenue, votre témoignage est extrêmement précieux. On l'a dit, ça va se faire avec les territoires et l'ensemble évidemment des co-traitants, de l'ensemble de cette chaîne de valeur, des opérateurs industriels. Votre entreprise a remporté évidemment un marché auprès de Naval Group, donc vous êtes bien entouré pour ce porte-avions nouvelle génération. Qu'est-ce que ça dit finalement? Qu'est-ce que ça va induire, impliquer? Qu'est-ce que ça va représenter pour une PME comme Sotec Technologies Services en termes de transformation industrielle, on l'a vu à l'instant, d'investissement et de montée en compétences et en cadence dans vos process? Alors pour nous, il est évident que c'est un marché qui nous permet de monter en compétences. Donc le savoir-faire, évidemment, sur la partie opérationnelle, nous l'avons. Mais il est clair que les projets que nous offre Naval Group sont très techniques et nous demandent de monter en compétences, je dirais, plus sur la partie documentaire. Sécurisation de sites, par exemple, puisque il y a quand même des enjeux, et essentiellement sur la partie industrialisation, méthode, pour sécuriser en fait auprès de notre client qui est Naval Group l'industrialisation de cette commande. Voilà. C'est-à-dire, voilà, si demain nous n'étions plus en mesure de produire, Naval Group sécurise, il faut le savoir, et je trouve ça très pertinent, les modes de fabrication des projets que nous fabriquons. Donc il est clair que nous mettons tout en œuvre pour sécuriser évidemment ces fabrications, puisque nous avons, nous, mis en exergue la compétence. Enfin, c'est pour nous, ça a été l'enjeu majeur quand on a repris cette entreprise qui était liquidée, il faut le dire. Donc on est quand même un exemple d'une réindustrialisation de PME sur des secteurs en berne. La chaudronnerie, ça ne fait pas rêver. Mais aujourd'hui, nous, en tout cas, c'est une entreprise familiale qu'on co-dirige avec mon époux. L'enjeu a été vraiment la formation. Donc on a énormément recruté. C'est une entreprise où on était 38, aujourd'hui on est 130. Donc on a formé, compagnonnage, puisqu'en fait, je rejoins aussi les témoignages précédents, la formation a baissé. Et quand on prend un chaudronnier, parce qu'on travaille beaucoup sur le territoire, on travaille beaucoup la GPEC, enfin, on est vraiment dans cette dynamique-là et on n'a pas le choix si on veut conserver le savoir-faire de nos métiers qui sont très importants sur les filières de défense, mais aussi nucléaire. Voilà, on doit travailler sur le territoire avec les lycées, trouver plusieurs lycées de chaudronnerie, d'usinage, les CFAI, etc. Et donc c'est vrai que la formation est un enjeu vraiment prioritaire pour répondre à ce projet-là. Voilà. Ce projet, évidemment, est temps long aussi, donc investissement sur la gestion prévisionnelle des compétences et de monter en compétences. Patrick Schepp, on le dit souvent, on le répète souvent, c'est important de se le redire aussi ici dans ces grands programmes de défense et notamment ce porte-avions nouvelle génération. On dit que les PME, les grandes PME, celles que vous représentez notamment, ou que vous incarnez aujourd'hui avec Virginie, sont des maillons essentiels. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez clairement le sentiment d'être considéré comme des partenaires stratégiques ou encore comme des exécutants ou des sous-traitants? Quel est le sentiment aujourd'hui que vous avez? Tout d'abord, Europe Technologies, c'est une entreprise qui est basée sur l'innovation parce qu'on a 5 technologies cœur. On a toutes les technologies de soudage et dans le monde, on est connu grâce à ça. On a une technologie de grenaillage et aujourd'hui, dans le monde, on a un concurrent chinois qui pompe un peu, mais finalement, on continue d'être retenu. On a une technologie de découpe pour tout ce qui est carbone.
et on maîtrise l'enlèvement de matière, mais quand je dis l'enlèvement de matière, c'est dans des conditions un peu complexes. Et puis une dernière technologie, où là on peut dire on est tout seul au monde, c'est le perçage acoustique des capots moteurs des avions pour éviter qu'ils fassent du bruit. Donc là, à l'heure où je vous parle, on est retenu par Comac sur cette technologie-là. Alors après, une fois que tu as l'innovation, c'est un peu ce qui a été dit avant, c'est pas le tout de développer des trucs, il faut les faire marcher. Donc c'est toute la partie indus, que dans certains cas on a réussi, dans d'autres cas on a moins réussi. Et là on arrive dans la relation avec nos clients. Alors, de l'histoire d'Europe Technologies, on a une histoire un peu différente du territoire, parce que dans le territoire, c'était une histoire de sous-traitance. Moi, quand j'ai démarré ma boîte, il y a 33 ans maintenant, je voyais tous mes copains qui avaient des boîtes, ils attendaient des commandes d'Indret, d'Airbus, de Chantier Atlantique. C'était l'histoire qui était comme ça. Moi, comme je démarrais de rien, il fallait bien que je trouve une solution pour avoir un truc différent. Donc j'ai démarré avec de l'innovation. C'était une époque, on ne va pas revenir sur le passé, c'était une époque, c'était comme ça, on pouvait nouer des partenariats. C'est quelque chose qui est en train de revenir. Je parle sous contrôle de Naval Group, mais j'ai appris il n'y a pas longtemps avec des dirigeants de Naval Group que la notion de fournisseur est en train de disparaître, qu'on était rentré dans une mission de partenaire. Et je peux vous assurer que c'est vrai. Parce que si ce n'était pas vrai, on le se dirait et on corrigerait. Mais c'est la vérité. Et pourquoi ? Parce qu'on fait des moutons à 5 pattes. Alors, là, on fait une bête extrêmement complexe. Mais avant ça, on a fait la ligne de production des sous-marins nucléaires à Cherbourg, où on a mis des robots capables de souder la caisse du sous-marin en automatique, avec des systèmes de capteurs, donc des tas d'ingénieurs, des tas de systèmes complexes. Et on a réussi à mélanger l'intelligence manuelle, parce que tout ce qui est soudure, c'est du manuel, mais c'est de l'intelligence manuelle, ce qu'on a un peu laissé de côté en France. Moi, je suis d'origine d'Italie du Nord. La différence, puisque vous en avez parlé tout à l'heure, entre l'Italie du Nord, que je connais bien, parce que c'est là que j'ai démarré ma vie, je connais plein de patrons qui sont en Italie du Nord. La seule énorme différence avec la France, c'est qu'eux, ils ont maintenu les compétences manuelles comme les compétences intellectuelles. Ils ont fait monter tout ça ensemble. Résultat, vous avez des boîtes incroyables qui se développent dans le monde aujourd'hui. Bon, nous, on a mis les compétences manuelles. On a oublié qu'il fallait un cerveau bien construit pour faire marcher les mains correctement. Donc, on est en train de le rattraper. Europe Technologies, aujourd'hui, a la chance d'être retenu aussi sur des morceaux du Pang, sur des composants stratégiques qui sont liés à la défense plutôt dissuasive. On n'est pas dans les systèmes d'attaque, on est plutôt dans le dissuasif. Ce n'est pas les mêmes façons de penser au niveau bancaire. C'est un autre sujet, mais ce n'est pas la même façon de voir les choses par rapport au RSE. Je ne sais pas si tu en parleras tout à l'heure. Alors, il y a une brique qui est consacrée aujourd'hui. Et donc, pour nous, le fait d'avoir 5 technologies sur différents marchés, alors moi je suis issu de l'aéro, hein. Voilà, j'ai appris mes armes dans l'aéro, j'aime bien les avions, on bosse toujours dans l'aéro, la défense, la navale. Le monde du spectacle, on entend moins parler, mais le monde du spectacle, on a quand même réussi avec le Puy du Fou à être champion du monde du spectacle, avec le Mine et Étoile. C'est un truc qui vient de chez nous, ça. Pourquoi ? Parce que quand vous mettez des procédés innovants dans votre boîte, derrière, il faut des compétences techniques qui s'utilisent partout. Il faut des roboticiens, il faut des chaudronniers, des usineurs, des fraiseurs, des automaticiens. Peu importe le procédé, il te faut ça. Et une fois que tu as ça, tu peux te diversifier. C'est pour ça qu'on a une filiale en Chine qui fonctionne très très bien, contrairement à tout ce qu'on entend. La Chine, maintenant je commence à connaître. J'ai mis du temps à comprendre quelque chose, mais je finis par connaître. Les États-Unis, c'est complexe, parce qu'on voit les effets Trump en ce moment. Nous, sur nos produits, on est taxé entre 15 et 25%. On voit qu'on a des soucis. Donc, en fait, il me semble, ce qui a été dit tout à l'heure, pour l'histoire de la souveraineté, gagner la bataille tous ensemble, moi j'aime bien une expression, on se dit faut se préférer. Tous les pays se préfèrent. Mais pour se préférer, il faut être préférable. Pour être préférable, il faut amener des solutions à nos clients qui lui conviennent. C'est comme un chirurgien. On fait une opération à cœur ouvert et tu dis à ton client « je vais mettre 8 heures ». Mais quand tu ouvres et que tu commences l'opération, tu t'aperçois que ce n'est pas 8, que c'est 15. Donc il faut être capable de parler à son client partenaire, de se dire les choses pour faire évoluer la technicité qui est nécessaire pour réussir. Si on a seulement une relation client-fournisseur avec des acheteurs au milieu, c'est fini. Donc les PME doivent reprendre aussi leur destin en main, au-delà évidemment de la politique, et surtout pas de politique de main tendue, mais dans une notion de partenariat et d'investissement, si je vous ai bien écouté, et d'innovation évidemment, en plus des sujets, et en sus des sujets de gestion des compétences. Benoît de la Roche de Roussanne,
quelle place vous allez accorder aux grandes PME, aux ETI? On dit que c'est souvent un sujet de grands donneurs d'ordre, de grands groupes, bien sûr, et Naval est dignement représenté dans ce sujet et ce projet. Mais quelle est la place que vous allez accorder aux PME dans ce projet-là? Bien général, on accorde une très grande importance à tout le tissu industriel qui permet de produire nos systèmes d'armes. Parce on parle beaucoup des grands donneurs d'ordre, les 9 MOI, qui sont les entités avec lesquelles la DGA conclut l'immense majorité de ces contrats. Mais la différence, c'est qu'on n'a pas simplement une relation d'acheteur, c'est-à-dire c'est pas chez moi que ça se passe, c'est dans une autre direction, la direction des opérations, qui conclut les achats, mais la DGA aussi la direction que je viens de diriger, qui est la direction de l'industrie de défense, dont justement le travail est d'aller connaître et de comprendre ces PME, l'ensemble des 4500 entreprises de la BITD. On fait quasiment 1000 visites terrain par an, donc c'est-à-dire qu'on les connaît vraiment, on va les voir, et tout ce qu'on vient d'entendre montre l'importance d'abord de connaître ces entreprises et puis de nous assurer, et on le fait en bonne intelligence avec les maîtres d'œuvre, dans le cadre du plan PEPS, le plan en faveur de TI, PME et start-up, que dans les chaînes de valeur, ce travail se fasse de la manière la plus partenariale possible et qu'effectivement on bouge d'un système de sous-traitance ou très transactionnel vers un système plus partenarial. C'est là aussi un élément que nous regardons de très près. Tous les ans d'ailleurs, tous les grands maîtres d'œuvre défilent chez nous, si je puis dire, en leur donnant une note sur leur capacité à avoir respecté leurs engagements au titre du plan en faveur des ETI, PME et start-up. Donc c'est vraiment clé, parce que là aussi on le voit bien au travers de vos propos, beaucoup de l'innovation, de la capacité à faire naît au sein de ces start-up, au sein de ces ETI, de ces PME, de ce tissu industriel, et sans eux, tous ces grands programmes ne pourraient pas voir le jour, et encore moins dans la durée. Donc ils ont vraiment un rôle absolument indispensable dans notre politique industrielle. Bon, changement de paradigme et de regard, effectivement, avec ces opérateurs qui sont évidemment des foyers d'innovation, d'accélération, de rupture. Bertrand Schaufenheuser, quel regard vous portez justement sur cette coopération? La réussite de ce porte-avions nouvelle génération va passer par la qualité du dialogue, de la conversation. Vous allez avoir évidemment et des partenariats que vous allez nouer avec ces acteurs, notamment représentés dans cette table ronde ce matin. Oui, tout à fait. Donc j'évoquais précédemment un certain nombre de défis. Là, c'est un défi industriel. Il faut la jouer en équipe. Donc déjà, titre perso, c'est incroyable de vivre cette aventure industrielle de ce que va être la réalisation du porte-avions. Et puis les trois grands industriels, donc Naval Group, les Chantiers de l'Atlantique, Technip Atom, qui portent le projet, on s'appuie évidemment sur un tissu immense de partenaires. Donc nous concernant, Naval Group, on fait en sorte de tirer toute une filière. Le porte-avions, c'est 800 partenaires qui ont été identifiés, dont 600 PME et ETI. C'est un objet, c'est un navire qui est souverain. Donc 90% de la valeur du porte-avions, que ce soit les achats matériels, les achats de prestations industrielles, de prestations intellectuelles, sont faits en France. C'est un objet souverain, il est important de le rappeler. Et puis ça contribue, ça ruisselle dans toute l'économie du pays et des territoires. Au pic de l'activité, on s'attend à 14 000 emplois, emplois directs, indirects et des emplois induits. Et il y a 3 régions, Pays de la Loire, la région PACA et la région Bretagne, qui vont impacter de manière, en termes d'impact socio-économique, 70% de la valeur sera dans ces 3 régions-là. Et au-delà de ces chiffres, ce qui est important, c'est d'accompagner toutes ces entreprises, notamment les PME. Donc, vous avez cité le plan PEPS, donc le plan ETI, PME, Start-up, qui est porté par le ministère des Armées. Donc, on est partie prenante de ce plan d'action. Donc, c'est accompagner les entreprises, faire accéder au marché de défense les PME. Donc, un exemple tout simple, début juillet, sur le site de Nantes-Indret, il va y avoir une journée dédiée au porte-avions, une Industrie Day, où l'ensemble des partenaires conviés, on va pouvoir leur présenter les enjeux du programme et toutes les collaborations possibles. C'est aussi accompagner avec respect les entreprises. Ça commence aussi par les paiements, notamment les paiements à l'heure. Et puis voilà, s'assurer de leur pérennité. On l'a rappelé plusieurs fois, c'est un programme de temps long, donc s'assurer de la pérennité des entreprises en termes de performance industrielle. Ça paraît être du temps long, on n'a pas le temps non plus. Il y a un défi planning majeur, donc c'est les accompagner dans leur performance industrielle et ça a été évoqué aussi dans le maintien des compétences. Merci Bertrand. Alors peut-être que Monsieur Laroche-de-Roussanne, vous avez effectivement, l'agenda se poursuit. Je vais vous libérer, vous autoriser à nous quitter. Un grand merci évidemment pour votre présence et la présence de la Direction Générale de l'Armement. On peut vous applaudir bien sûr pour votre présence et la qualité de vos témoignages.
Et nous savons que votre temps est précieux, donc c'est évidemment un grand plaisir de vous avoir eu avec nous et de rappeler l'engagement de la Direction Générale de l'Armement dans ce projet et évidemment l'embarquement de nos valeurs ajoutées, nos grands champions sur le territoire. Virginie, bienvenue. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui, peut-être quand on regarde un petit peu justement l'état de ces grands programmes et notamment celui du porte-avions nouvelle génération? On a parlé de compétences, visibilité des commandes, profondeur dans ces commandes-là, simplification peut-être des procédures. Qu'est-ce que vous identifiez comme freins principaux pour un acteur industriel comme vous aujourd'hui pour rejoindre ces grands programmes industriels et stratégiques? Le premier frein, c'est le financement. En collant bien le micro. Pardon. Le premier frein, je dirais, c'est le financement, parce que les PME, on le sait tous, en ce moment, c'est très compliqué pour les entreprises qui n'ont pas de marché sur ces grands programmes. Donc, il y a quand même des difficultés actuellement. Donc, les trésoreries se tendent, les notes financières sont pas terribles. Et bien souvent, ça ne leur permet pas de pouvoir répondre à des appels d'offres parce qu'elles ont des notes financières qui ne sont pas catastrophiques, mais pas non plus dans les meilleures. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage. Parce que les entreprises, pour qu'elles puissent s'en sortir, justement, ces entreprises qui ont des notes financières un petit peu basses, ont besoin d'heures productives. Je veux dire, si elles n'ont pas de commandes, elles ne vont pas remonter la pente. Ça, c'est évident. Il y a ça, il y a l'accompagnement du BFR. On le sait, les banques n'accompagnent pas. Voilà, le besoin en fonds de roulement, excusez-moi. Mais c'est quand même le plus important dans une entreprise. Voilà, donc oui, il est clair que, en tout cas sur les projets concernant le porte-avions nouvelle génération, voilà, le Naval Group, en tout cas, respecte les engagements, de raccourcir les délais de paiement, etc. Mais je veux dire, il y a aussi plusieurs projets qui peuvent se cumuler, qui peuvent être importants en termes de financement. Et forcément, on a forcément à un moment donné du cash out. Voilà. Donc ça, c'est vrai que pour moi, le financement, peut-être simplification des procédures, mais attention, parce qu'on est sur des produits techniques, donc il y a quand même un suivi de production qu'il ne faut pas du tout alléger, à mon sens, si je peux me permettre. Mais en amont peut-être sur peut-être avoir une uniformisation des procédures, parce qu'on s'aperçoit que certains sites, par exemple chez Naval Group, n'ont pas complètement les mêmes procédures. Donc après, faut s'adapter, mais je veux dire, ça peut aussi être intéressant de travailler sur les mêmes bases. Voilà, mais essentiellement, c'est le financement. Voilà, Patrick Chep, vous souscrivez à ces propos sur la question du financement. Il y a une table ronde qui y sera consacrée, mais exigence de qualité, bien sûr, de cybersécurité, de traçabilité. Ça devient des contraintes ou des avantages compétitifs pour vous? Vous le prenez comment? Comme une opportunité? Et je vous sais optimiste, mais comment est-ce que vous abordez ces sujets-là? Moi, il y a quelques années, je pensais que les systèmes qualité, les systèmes normatifs allaient nous sauver et nous préserver du monde. Je pense plus. Je pense que c'est pas vrai, parce que là où on met des normes, de toute façon, dans le monde entier, c'est contourné ou c'est traité différemment, et ça, la preuve en est, hein, ça a empêché personne d'avancer. Ça a été dit tout à l'heure, donc j'y crois plus à ça. Par contre, il faut faire confiance un peu à nos cerveaux, parce qu'on écrit des tas de trucs dans des tas de documents qui finissent par s'encheventrer. Alors on a la chance, avec Naval Group, c'est une boîte très techno, donc on a des interlocuteurs qui sont comme nous, qui ont du bon sens technique, donc on est capable d'interpréter et d'agir. Mais ce n'est pas vrai dans toutes les industries, ça. C'est vrai dans des boîtes très techno. Le problème financier, c'est que, en fait, le sujet, c'est ce BFR. Et finalement, alors, ton client, tu ne peux pas lui demander de te garantir des pièces qu'il n'a pas et à tel jour. Lui-même ne sait pas. Par contre, ce que tu peux lui demander, c'est de dire que si la pièce arrive un jour, on est bien d'accord qu'elle est chez moi et à tel prix. On ne remet pas tout en question. Ça s'appelle la préférence. Ça existe, ça. Ça commence à se faire de plus en plus, parce que c'est ça le partenariat. C'est pas simplement dire on est partenaire, c'est concrètement on est un peu livre ouvert, ce qui est souvent le cas, parce qu'on arrive à un état de confiance, moi je trouve, avec les équipes de Naval Group, avec les achats, d'être à livre ouvert et de dire bon écoute, voilà, là-dessus il faut bien que je gagne ma vie, il faut bien que tu gagnes ci, on trouve le compromis. Alors le BFR, tu as deux façons de le compenser, soit par les finances bancaires, ce qui est plus ou moins difficile, ça dépend de pas mal de paramètres. Vu la conjoncture, c'est quand même complexe. Après, les banques, il y en a sans doute dans la salle. Je pense que ça, en fait, il faut qu'ils s'appuient plus sur notre expertise de la compréhension du marché. C'est pas simplement des tableaux de bord que les banquiers doivent regarder. D'ailleurs, dans certaines associations, on demande aux banques, on les invite
à participer avec nous à l'analyse technique, qui comprennent de quoi on parle, pourquoi ça vaut le coup de mettre de l'argent là. Parce que si c'est que des tableaux, ils ont du mal, ils voient le côté risque. Putain, un mec d'ailleurs, patron des risques, c'est patron des risques, hein. C'est pas patron du développement, hein. Il s'appelle patron des risques. Donc lui, il voit des risques partout. Bon, donc c'est à nous de lui dire qu'il y en a moins. Et l'autre volet, à mon avis, qui est le plus dramatique, enfin le plus critique, ça a été dit tout à l'heure, c'est quand même la compétence. Moi, aujourd'hui, j'ai aucune inquiétude sur les 3-4 ans qui viennent pour ma boîte. J'ai du boulot partout, parce que tout le monde cherche la même chose, de la technicité. Sauf qu'aujourd'hui, on commence à percevoir que le niveau technique baisse trop, que les gens, les anciens à qui on demande de former, ces anciens, ils fatiguent un peu quand même, hein. Les patrons, il faut dire la vérité, les patrons, il y en a peut-être dans la salle, globalement, ils fatiguent, parce qu'il y a eu le Covid, il y a eu les conflits, il y a l'énergie, enfin, il y a tout le temps un truc. Sauf que les mecs, ils vieillissent. Et qu'à un moment, il faut les aider un peu. Mais moi, je pense qu'il faut revenir, ça a été dit un peu tout à l'heure, il y a les contrats, il y a les partenariats, il y a tout ce qu'on se raconte tout le temps. Puis il y a un truc en plus qui marche dans le monde, c'est la relation humaine. Moi, en Chine, pourquoi ça marche? Mon ami, c'est le premier milliardaire privé chinois. C'est un ami. Et ce qu'il me dit, bon, les Français, on vous aime bien, hein, vous êtes inoffensifs. Mais on nous aime bien. C'est important d'être apprécié. C'est un début. Et après, contrairement à ce qu'on imagine aussi, que tout va être piraté, copié, tout ça, c'est l'histoire de la souveraineté dont on parle aussi avec eux. Ils ne sont pas idiots. Ils voient bien qu'ils ont une puissance incroyable. Il suffit d'y aller, hein. Vous allez voir comment ça se passe. Enfin, ceux qui vont là-bas, ils se rendent compte à quel point ça va vite. En fait, il dit, bon, ils sont à une étape aujourd'hui où ils veulent aller plus vite encore. Donc si toi, tu acceptes de partager un peu, pas tout, mais un peu, tu dis ça, ok, c'est vrai que si je le fais en Chine, évidemment que c'est moins cher. J'y peux rien, c'est comme ça. On a un modèle social, on a un modèle comme il est, il fait qu'on est forcément plus cher sur certains composants. Donc il faut accepter de partager. Par contre, en acceptant ça, ils sont prêts à payer plus cher ta techno, à payer plus cher le cœur techno, sans forcément te le pirater. Bien sûr, il y a toujours cette peur qu'on a, nous, avec nos yeux d'Européens, de Français, on pense qu'on va toujours être piraté, copié. Aujourd'hui, ils ont passé ce stade, ils s'en foutent de copier. Ce qu'il faut, c'est aller vite. Donc moi, je pense que le futur pour nous, en France, là, c'est quand même de se préférer, de remettre du lien humain entre les grands groupes, les PME, les ETI. Moi, quand j'ai démarré ma boîte, des mecs d'Airbus de l'époque m'ont autorisé à créer ma boîte dans l'usine. Tu fais ça aujourd'hui? Tu fais plus. Eh bien, si je n'avais pas eu ces mecs-là pour me dire « Ok, Patrick, tu ne fais pas de bruit, tu crées ta boîte dans l'usine, on ferme les yeux, mais tu fais le boulot hein, quand même, il faut quand même que ça sorte. » Je n'aurais pas de boîte. Donc, en fait, il faut revenir à ce bon sens, la confiance. Et bien sûr qu'il y a tout un tas de normes qu'il faudrait alléger, mais je ne pense pas qu'elles vont s'alléger demain matin, je ne suis pas sûr. Donc c'est à nous de remettre du lien humain entre nous tous pour dire ok, il y a un paquet de normes là, qui nous emmerdent, qui sont complexes. D'ailleurs, on devient à l'excès parce que, je ne sais pas si tu as ça, nous on nous demande maintenant de faire des enquêtes sur les volets juridiques, volets 1, 2, 3, des salariés qu'on recrute. Ah, ok, qu'est-ce que je réponds au gars c'est dommage, il est parti, Benoît. Qu'est-ce que je réponds à ça? Alors qu'aujourd'hui, vous avez un autre truc qui vous dit, il y a quand même la CNIL qui vous dit que vous n'avez pas le droit de chercher les informations sur n'importe qui, n'importe quand. Bon, injonction contradictoire, on a bien compris. Moins de compétences, en tout cas un vrai sujet de compétences, moins compétitif. C'est quoi nos valeurs ajoutées, Virginie Bienvenue, aujourd'hui? Comment est-ce que vous avez fait la différence? Comment vous avez embarqué dans ce projet? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant de vos qualités, de votre savoir-faire, de votre technicité? Je rejoins Monsieur Chef. Nous, il y a pardon, oui, oui. Il y a 3 ans, on a fait le pari d'investir sur l'innovation, un bureau d'études, intégrer les calculs, travailler plus, renforcer le service méthode industrialisation pour accompagner nos offres, nos appels d'offres. Ça veut dire des investissements risqués parce qu'il n'y avait pas de garantie forcément de ROI là-dessus. C'est le b.a.-ba de l'entrepreneur. À un moment donné, il faut prendre des risques, il faut se dire si on mise là. Et je pense qu'on a bien fait parce que c'est grâce à ça qu'on a pu remporter les appels d'offres
Sur la défense, alors le nucléaire, on y était déjà, donc mais ça nous aide quand même. Hein. Mais surtout sur la réponse aux appels d'offres, notamment du porte-avions nouvelle génération, où on a été loin dans le détail de l'appel d'offres, dans la technicité, comme si on fabriquait en fait quelque part la pièce, chose qu'on ne fait pas sur d'autres appels d'offres dans d'autres secteurs d'activité. Je ne dis pas que nos offres elles sont très complètes, mais là on va vraiment à un niveau de détail et qui, je pense, a rassuré le donneur d'ordre. Donc on a fait ce pari-là. Et aujourd'hui, voilà, on renforce aussi à l'atelier. Bon, ça a toujours été, hein, parce sinon on perdait le savoir-faire, puisque nous, ce sont des hommes. Ok, on a des super postes à souder, on a des potences, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la maîtrise de la chaudronnerie, voilà, comment je déforme selon les épaisseurs. Voilà, en plus de la réglementation CODAP ou U-Stamp, enfin tout ce que vous voulez dans les normes de fabrication en chaudronnerie, il y a aussi l'expérience. Et ça, l'expérience, il faut savoir qu'il faut 5 à 6 ans pour avoir un bon chaudronnier. Donc même ceux qui ont un bac pro n'ont pas le niveau. On les accompagne. Et ça coûte aussi à l'entreprise. Il faut savoir qu'on n'a plus d'aide de formation. Donc on nous parle aujourd'hui de former, c'est l'enjeu de demain, mais il faut avoir les moyens. Donc voilà, on le fait à petite échelle, mais franchement, ça coûte énormément d'argent. C'est des heures productives où en face, on n'a rien, quoi. Mais si on ne fait pas ça, eh bien, on ne pourra pas réindustrialiser la France. Voilà. En tout cas, à notre niveau PME. Voilà. Besoin d'être accompagné effectivement voilà, aussi par la puissance publique sur ces sujets-là, notamment d'investissement. On l'a dit tout à l'heure dans nos échanges avec Olivier Lianci, Bertrand Chaufonaja, la solution, elle va venir, et l'innovation va venir des territoires, notamment impulsée évidemment par ces grands projets. Elle va venir des opérateurs et des PME, des ETI sur le territoire, sur les sujets de l'énergie, de la propulsion, du numérique, ou même de la production industrielle et des capacités. Vous demandez, vous êtes exigeant, et vous avez raison d'être exigeant, vous donnez des garanties aussi, on l'a bien compris. En tout cas, ils sont en attente de ces garanties et de ces engagements. Vous comptez sur les opérateurs industriels de nos territoires pour monter en puissance sur ces sujets-là que je viens d'évoquer. Oui, complètement. Il y a une double innovation attendue, hein, une innovation pour livrer à l'heure. Ça, c'est important hein, dans la performance industrielle. Livrer à l'heure et faire bon du premier coup sur un objet aussi complexe et critique en termes de qualité et de sûreté. Et puis, comme je l'ai évoqué en introduction, une innovation hein, pour le rendre hautement évolutif et répondre aux menaces qu'on ne connaît pas encore dans quelques années. L'innovation, donc, elle est à tous les niveaux en termes de procédés industriels, hein, donc des robots de soudage hein, qu'on va pouvoir nous proposer pour limiter la contrainte de l'environnement de travail pour l'opératrice ou l'opérateur, ou faire aussi des actes de soudage où la main humaine hein, n'est pas possible. Dans notre outil industriel, on a repensé complètement nos manières d'usiner certaines pièces XXL. Donc on s'est doté de moyens d'usinage qui sont pour certains uniques en Europe, de par leur dimension et la précision à atteindre. Innover dans les matériaux. Sur ce navire seront embarquées des pièces qui ont été conçues et réalisées par fabrication additive, des pièces en métal. Et puis l'innovation numérique. La clé de demain pour le porte-avions et son groupe aéronaval, hein, c'est l'échange, le partage de l'information le plus rapidement possible. Une information qui doit être sécurisée et fiable pour prendre des décisions très rapidement. Donc ça sera un bateau tout numérique. Donc beaucoup d'innovation dans ce domaine-là avec un système de combat du futur et des systèmes d'information qui sont embarqués qui doivent répondre aux exigences de cybersécurité, encore une fois, d'aujourd'hui et de ce que ça pourra être dans le monde de demain. Un dernier mot peut-être, et pour terminer, c'est important aussi, vous avez évoqué le fait d'être exemplaire tout à l'heure dans ces sujets évidemment d'industrie durable et éco-responsable. Comment est-ce que vous l'intégrez dans vos cahiers des charges et qu'est-ce que vous attendez en termes d'exigence de la part de vos co-traitants, justement, de ce maillon stratégique des opérateurs industriels, notamment sur les territoires avec lesquels vous avez travaillé, qui sont engagés dans ce programme ? La première chose, c'est voilà, on est une industrie de défense, donc il y a un surplus
voilà, d'exigences pour être irréprochable dans les domaines de la RSE. Pour ce qui est des achats, que ce soit des achats de matériel ou des prestations industrielles, moi je vais présider ce qu'on appelle des gates achats, donc un processus pour valider la spécification et puis l'entreprise qui est retenue, le partenaire retenu. Et on va mettre les sujets de RSE, donc la performance en termes de santé, sécurité au travail, la performance environnementale, l'impact carbone du partenaire et de sa manière de réaliser le transport, tous ces sujets-là, ça va peser dans la décision le même poids que la tenue des engagements en termes de planning, la situation financière de l'entreprise. Donc voilà, dans ma décision, on va regarder ce sujet maintenant au même niveau que l'engagement opérationnel de l'entreprise. Virginie Bengelus, c'est une contrainte en plus, là, ces sujets d'éco-responsabilité, de durabilité. Est-ce qu'il n'y a pas une injonction contradictoire, en tout cas de temporalité, à vous demander de vous engager sur le temps long, parce que ce sont aussi des temps longs, évidemment, ces sujets-là. Est-ce qu'il n'y a pas la tentation de lever le crayon aussi dans un moment de conjoncture et de crise complexe sur ces thématiques-là d'éco-responsabilité et de durabilité? Je veux dire, c'est l'avenir. Je veux dire, tous les donneurs d'ordre vont vers cette dynamique-là, et après, ça s'entend. Après, voilà, il faut... nous, c'est vrai que dans la chaudronnerie, RSE, bon, il y a des choses qu'on peut faire, d'autres, malheureusement, on ne pourra pas forcément répondre à toutes ces contraintes-là. Mais en tout cas, oui, on y travaille à notre petite échelle. C'est des choses qu'on prend en main, notamment dans les futurs investissements, clairement. Patrick Schepp aussi, conciliation parfois complexe en tout cas de ces sujets, de ces critères, notamment ESG, et de pouvoir répondre aux urgences, au carnet de commandes, à l'accélération des cadences qu'on attend de vous. Sur La solution par Europe Technologies, c'est un peu plus de 500 personnes. Moi, j'ai plein de copains qui ont des boîtes de 40, 50, 100 personnes. Il n'y en a pas 40 des solutions. C'est de mutualiser le coût de ce système qualité, de système RSE. C'est un peu ce qui a été fait dans l'aéro. Dans l'aéro, il y avait le GIFAS avec des filières organisées. Aujourd'hui, dans la défense, les filières commencent à s'organiser. Et je pense que une boîte un peu plus grosse peut être devant la boîte plus petite en étant transparent. On est entre dirigeants de boîte, on travaille un peu à livre ouvert. Et ce qui fait qu'il faut bien voir que dans l'aéro, quand vous fabriquez une pièce, pour 1 euro, il y a 1 euro de papier, en gros. Dans la défense, il y a 2 euros. Et dans le nucléaire, il y a 3 euros. Tu prends une affaire dans le nucléaire de 10 millions, tu as plus de 5 millions de papier, de réunions, de trucs. Donc, tu es bien obligé, quand tu as une boîte plus petite, de dire je me mets derrière une boîte plus grosse et je partage le surcoût qualité, normatif, RSE, etc. Parce que si chacun se met un ingénieur sécurité, qualité, tout ça, on est tous dans les choux. En prix, c'est pas possible. Donc ça, on est en train de l'organiser petit à petit. Ça se fait parce que c'est récent. Ça commence à se faire. Et nous, on a commencé à avoir des partenaires. Moi, j'appelle ça des partenaires aussi, qui sont sous-traitants, mais ce sont des partenaires parce qu'on leur fait leur système qualité. Parce qu'ils ne peuvent pas se le payer. Donc voilà, la solution, c'est encore une fois, c'est de travailler en collectif, et puis bien sûr en respectant les marges des uns et des autres, sinon ça ne marche pas longtemps. Sujet marge, évidemment, vous avez raison de le dire, et puis intelligence collective, mutualiser notamment les coûts. Bertrand Schaffhausen, pour vraiment terminer, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux industriels qui sont dans la salle aujourd'hui, qui nous écoutent, qui vont embarquer progressivement? On attend de l'innovation, on attend des solutions, on attend de l'investissement. Il faudrait être au rendez-vous de ces grands enjeux de souveraineté et d'industrie. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire là? Il y a des choses qui vont se jouer, il y a des vrais défis encore à relever. Rendez-vous début juillet sur le site de Nantes-Indret, voilà, pour qu'on présente à tout le monde les enjeux du porte-avions, les enjeux industriels et opérationnels. Voilà, c'est une aventure fabuleuse, une aventure humaine fabuleuse. C'est aussi contribuer à la souveraineté de la nation. Donc par les temps qui courent et tout ce qu'on peut observer, voilà, il y a ce supplément aussi de fierté de faire partie de la génération de ces salariés qui interviennent sur ce projet. Et en lien avec ce qui a été dit précédemment, et le rendre tout ça vertueux. C'est-à-dire d'un programme de défense qui amène aussi à une transformation industrielle du site, de le faire le mieux possible, voilà, faire bien du premier coup. Ce qui peut paraître comme parfois des contraintes, notamment dans le domaine de la RSE, c'est rendre ça partie intégrante de la performance, prendre soin de ses salariés, être bien dans ses baskets. Il y a un supplément d'âme aussi de bien s'occuper des pièces qui nous sont confiées, de faire attention aussi à la sécurité des uns et des autres. Donc c'est une performance globale, tout est lié en fait, tout est lié.
Et l'occasion, évidemment, au-delà du symbole et ce projet industriel, peut-être aussi de donner une impulsion à notre industrie, ce besoin de réindustrialiser notre pays. Souveraineté industrielle et chaîne de valeur, le cas du porte-avions nouvelle génération. Avec nos grands témoins, on peut les applaudir. Virginie Bienvenue, Bertrand Schofenhager et Patrick Schepp. Merci beaucoup à tous les trois.